Si tu es venu ici pour mendier, tu peux faire demi-tour, murmura ma mère d'une voix venimeuse avant de me claquer la porte au nez. Le bruit du loquet qui glissait résonna dans la véranda glaciale où je tenais toujours l'enveloppe blanche contenant les reçus de paiement. C'était la veille de Noël à Cedar Falls, dans le Colorado, et les flocons de neige collaient à mon manteau tandis que je digérais cette humiliation. Derrière la porte en chêne décorée d'une guirlande dorée hors de prix, j'entendais des rires bruyants provenant du salon. Ma sœur Emma montrait quelque chose à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. « Regarde comme c'est beau, mon chéri. Il me comprend vraiment », s'écria-t-elle en faisant du bruit avec ce qui semblait être un nouveau bracelet. À travers la vitre dépolie, j'ai pu voir des ombres se déplacer dans la pièce illuminée comme dans une publicité de Noël parfaite. Le sapin gigantesque scintillait de doré et d'argent, aussi artificiel que le sourire que ma mère Rebecca m'avait adressé avant de fermer la porte. Je m'appelle Luke Morrison. J'ai 31 ans et je suis analyste financier à Denver, où je passe 50 semaines par an à résoudre les problèmes des autres. Les 2 autres semaines, je retourne dans cette ville de l'intérieur du Colorado en faisant semblant de ne pas voir le problème qui couve juste devant moi. L'enveloppe que je tenais dans ma main contenait 23 000 $ de factures médicales que j'avais payées pour ma mère au cours de l'année écoulée. Des spécialistes à Boulder, des copaiements pour des médicaments, des thérapies holistiques, qui étaient en fait des week-ends dans des spas coûteux sous un prétexte médical peu convaincant. Rebecca ne m'avait jamais demandé directement de payer. Elle était plus subtile que cela. Elle envoyait accidentellement des emails de facturation dans ma boîte de réception, toujours avec des objets tels que « Oh, c'est quoi ce désordre ?» Ou elle m'appelait d'une voix tremblante, se plaignant des coûts de l'assurance maladie haut de gamme qu'elle avait elle-même insisté pour avoir. Je payais toujours. Je payais pour faire cesser les appels chargés de culpabilité. Je payais pour maintenir la paix fragile que nous appelions une relation familiale. Je n'ai jamais demandé à être remboursé. Mais cette année, c'était différent. Les paiements avaient presque doublé et les « accidents » étaient devenus une routine hebdomadaire. Cette fois-ci, je ne demandais pas à être remboursé. Je voulais juste qu'elle regarde l'enveloppe. Je voulais juste qu'elle reconnaisse, une seule fois, le poids que je portais pour elle. Je descendis les marches du Porsche, mes chaussures de ville hors de prix s'enfonçant dans les 15 cm de neige fraîche que quelqu'un, probablement le nouveau petit ami d'Emma, avait mal et négligemment déblayé. « Bon, j'ai essayé », murmurai-je pour moi-même en glissant l'enveloppe dans ma poche. J'ai fait mon devoir. J'allais retourner à ma voiture de location, conduire 2 heures pour rentrer à Denver, trouver un bar d'hôtel ouvert et commander une bouteille de vin hors de prix sur la note de la chambre. C'est alors que j'ai entendu le bruit métallique des carillons éoliens bon marché que Rebecca avait accrochés dans le garage. Ils sonnaient violemment, mais l'air était complètement immobile. Ce n'était pas le vent. C'était un changement de pression atmosphérique. Au même moment, une lumière blanche a traversé le jardin comme un projecteur de théâtre, éclairant le ridicule bonhomme de neige gonflable et me laissant exposer contre le fond de la maison. Des phares. Un véhicule s'était arrêté sur le trottoir, juste derrière ma voiture de location. C'était une Lincoln Town Car noire, longue et polie comme un miroir malgré la neige. Le genre de voiture qui suggère beaucoup d'argent, le genre que l'on ne voit jamais à Cedar Falls. Le moteur ronronnait doucement, presque inaudible. La portière du conducteur est restée fermée. La portière arrière droite s'est ouverte. Une chaussure de ville noire et brillante s'est posée dans la neige de l'allée. Puis une jambe vêtue d'un pantalon en laine rayée foncée. Un homme est sorti de la voiture avec des mouvements lents et délibérés qui semblaient défier les conditions glissantes. Il était grand. Il portait un manteau en laine gris anthracite avec un col en velours et tenait une grosse canne en bois foncé avec un pommeau argenté. Quand il a levé le visage, la lumière du Porsche a parfaitement capturé ses traits. Une barbe argentée impeccablement taillée. Des yeux qui, même à distance, semblaient aussi tranchants que des lames. Mon cœur ne s'est pas seulement arrêté. J'ai eu l'impression qu'il était saisi par une main glacée. Je connaissais ce visage. Je connaissais cette posture. Mais c'était impossible. David Morrison, mon père. David Morrison était mort. Il était mort dans un « accident » de bateau aux îles Caïmans quand j'étais au lycée. C'est l'histoire que Rebecca nous avait racontée. Pas de corps, pas de funérailles, juste un inventaire très discret et très rapide, après quoi Rebecca avait arrêté de travailler et Emma avait commencé à obtenir tout ce qu'elle demandait. Même si Rebecca se plaignait toujours que David ne nous avait laissé que des dettes et des complications. La musique dans la maison s'est arrêtée brusquement. Le silence était assourdissant. Le rideau de la fenêtre du salon a bougé. J'ai entendu un cri étouffé et terrifié à travers la lourde porte en chêne. Il est vivant. C'était la voix d'Emma, dépouillée de toute joie antérieure. Maintenant, ce n'était plus qu'un murmure faible et effrayé. J'ai entendu le bruit métallique de la chaîne de la porte.
Mon père supposé mort, n'a pas prêté attention à la maison. Il ne m'a pas prêté attention. Il a marché calmement, d'un pas ferme, sur le sentier mal déblayé. Le bruit sourd de sa canne sur la pierre, suivi du bruit de ses chaussures dans la neige, était le seul son au monde. Il s'est arrêté au pied des marches du porche, à seulement 1,5 mètre de moi. Il a regardé à travers moi, les yeux fixés au centre de la porte en chêne. Sa voix, lorsqu'elle est arrivée, était exactement comme dans mon souvenir. Grave, rauque et imprégnée d'une autorité qui ne souffrait aucune discussion. J'ai appris que tu avais une reddition de compte ce soir. Je suis resté paralysé. J'étais comme une statue sur la pelouse, l'enveloppe contenant les factures médicales toujours serrées dans ma main gelée. Puis, dans le silence glacial et profond qui a suivi ces paroles, mon téléphone portable a vibré dans la poche de mon manteau. Le bruit était aigu, insistant et choquant. J'ai sorti l'appareil. Mes doigts gantés ont lutté avec l'écran, effaçant la neige. C'était une alerte SMS hautement prioritaire de ma banque, celle liée à mes comptes professionnels. J'ai lu les mots, mais mon cerveau a eu du mal à les assembler. Alerte de sécurité. Nouvelle transaction de garantie enregistrée associée à votre nom. L'entité Morrison Family Emergency Fund a été liée à un dépôt UCC 1 contre les actifs de Wellington Financial. C'était incompréhensible. UCC 1. Il s'agissait d'une garantie commerciale, une façon d'utiliser un bien immobilier pour garantir un prêt sur les actifs de Wellington Financial, lié à mon nom et à Morrison Family Emergency Fund. C'était le nom du compte joint que Rebecca m'avait poussé à ouvrir avec elle des années auparavant. Celui sur lequel je ne faisais que déposer de l'argent. Je levai les yeux de l'écran brillant, l'esprit en ébullition, essayant de faire le lien entre l'homme impossible sur les marches et le message impossible sur mon téléphone. David Morrison s'était retourné. Il ne regardait plus la porte. Il me regardait directement. Ses yeux, d'un bleu pénétrant que j'avais oublié, se fixèrent sur les miens. Il avait vu le téléphone. Il avait vu le sang se retirer de mon visage. Il pencha la tête, sa barbe argentée contrastant avec son manteau sombre. Il scruta mon visage, non pas avec la chaleur d'un père perdu depuis longtemps, mais comme un auditeur chevronné qui venait de trouver l'erreur critique dans un grand livre comptable frauduleux. « Tu es celui qu'ils ont le plus utilisé », dit-il d'une voix basse mais tranchante dans l'air chargé de neige. « Si vous aimez cette histoire de famille, de trahison et de secrets qui commence tout juste à être révélée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple alerte bancaire la veille de Noël allait exposer des décennies de mensonges soigneusement construits. Car ce que je ne savais pas, alors que je me tenais sur ce porche glacial, c'est que mon père n'était pas seulement revenu d'entre les morts. Il était revenu avec un plan. Je ne suis pas rentré dans la maison. Je n'ai pas attendu que la chaîne soit déverrouillée. David Morrison est resté sur les marches comme un fantôme des audits passés, et l'alerte bancaire brûlait un trou dans ma vie numérique. Je me suis détourné des maisons, de l'homme qui aurait dû être mort et de la famille qui aurait voulu que je le sois. Je suis passé devant la Town Car noire, je suis monté dans ma propre voiture et j'ai pris la route. J'ai roulé pendant 2 heures pour retourner à Denver. Je n'ai pas écouté de musique. Je ne me suis pas arrêté pour prendre un café. J'ai conduit, animé par une colère cristalline et froide qui était plus puissante que n'importe quelle caféine. La tempête de neige m'a poursuivi sur la route, mais la véritable tempête était dans mon téléphone. Lorsque je suis entré dans mon appartement stérile et silencieux avec vue sur la ville, la veille de Noël n'était plus qu'un souvenir. La guerre avait commencé. Je n'ai pas enlevé mon manteau. Je me suis rendu directement dans mon bureau à domicile, devant les 3 écrans où je gère les récits de sociétés milliardaires. Ce soir-là, je gérais le mien. L'alerte bancaire était le point de départ. C'était un fil que j'ai tiré. Il m'a conduit au cœur du portail de documents sécurisés de ma banque privée. Ce n'était pas le côté consommateur. C'était le côté gestion de patrimoine que j'utilise pour les primes de Wellington. Là, dans une section intitulée « Autorisation en attente », se trouvaient 2 documents que je n'avais jamais vus auparavant. Le premier était une simple demande de cosignature d'une carte de crédit supplémentaire pour cadre. Elle avait été initiée 6 mois auparavant. Le second, enfoui plus profondément, était le mécanisme qui permettait le premier, une procuration permanente. Mon sang s'est glacé. Elle datait d'il y a 8 ans, juste après ma première grande promotion chez Wellington. J'ai fixé l'écran, essayant de me souvenir. Avais-je signé cela? Rebecca en avait parlé. Juste par précaution, chérie, si tu es en déplacement professionnel et que j'ai besoin de m'occuper de ton courrier. Je n'aurais jamais signé une procuration durable. C'était pour les personnes incapables. J'ai agrandi la signature. Elle était électronique. Une image vectorielle parfaite de ma propre écriture.
C'était la signature qu'ils avaient volée sur les documents de propriété de la maison que j'avais signée lorsque j'avais aidé Rebecca à refinancer son hypothèque 5 ans auparavant. Elle était claire, frauduleuse et active. Cette procuration était la clé qu'ils avaient utilisée pour déverrouiller toute ma vie professionnelle. C'était l'autorisation pour l'alerte bancaire qui était arrivée ce soir-là. Celle qui avait fait s'arrêter mon cœur sur la terrasse. Le fichier UCC 1. Mon travail exige que je comprenne le langage du pouvoir. Un UCC 1, un fichier de code commercial uniforme, est le langage de la dette. C'est une déclaration publique selon laquelle quelqu'un a une garantie sur vos actifs. Il garantit un prêt. Si vous ne payez pas, ils prennent vos actifs. Je suis allé sur le site web du secrétaire d'État du Colorado. J'ai recherché mon nom. Il était là. Débiteur, Luke Morrison. Partie garantie, Scottsdale Private Loan Group. Le dossier datait de 3 jours. Mes doigts étaient engourdis lorsque j'ai cliqué pour ouvrir l'accord de garantie. Que avait-il promis en garantie? Tous les meubles de bureau, les équipements électroniques et les actifs de propriété intellectuelle associés à Luke Morrison chez Wellington Financial. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu une 3e fois. C'était insensé. C'était fantaisiste. C'était aussi, si cela n'était pas contesté, juridiquement contraignant. Ils avaient contracté un prêt à taux d'intérêt élevé contre ma carrière, contre mon bureau, mon ordinateur portable professionnel, ma structure de prime et par implication, ma réputation. Ils avaient mis une garantie commerciale à mon nom. Le prêt, que j'étais désormais censé rembourser, avait été versé sur un compte. Je connaissais son nom. C'était celui de l'alerte bancaire, Morrison Family Emergency Fund. J'avais accès à ce compte. C'était le compte joint que Rebecca m'avait poussé à ouvrir des années auparavant. Pour la maison, m'avait-elle dit, pour les urgences. J'étais le seul à y effectuer des dépôts. Elle était la seule à y effectuer des retraits. Je me suis connecté. L'historique ne faisait pas état d'urgence. C'était un grand livre de luxe. C'était un saignement systématique. Des retraits en espèces toujours à la fin du mois. Toujours juste en dessous du seuil de 10 000 $ pour les rapports fédéraux. Des achats dans des boutiques chères à Aspen. Des forfaits de soins spa à Scottsdale, en Arizona. Les lignes de mémo écrites par Rebecca étaient presque comiques dans leur audace, cadeaux familiaux, entretien de la maison, voyage nécessaire pour la santé. Ce bracelet qu'Emma exhibait à travers la fente de la porte. J'ai vu la facture d'un bijoutier privé de Cherry Creek, datée d'il y a 2 semaines. Ma sœur portait un cadeau de Noël financé par une garantie frauduleuse sur mon travail. Mon esprit a fait marche arrière, traversant le brouillard de l'obligation familiale. J'ai vu toutes les petites demandes. Emma en pleurs dans sa voiture. Luc, mon crédit est complètement détruit. Je peux utiliser ton nom pour le nouveau forfait de téléphone portable? Je te rembourserai. Je te le promets. Rebecca au téléphone. Je ne comprends pas ces nouveaux formulaires en ligne pour l'assurance. Je vais ajouter ton nom comme contact secondaire. Tu sais gérer les choses compliquées. Ce n'était pas le chaos. C'était une conspiration. Je n'étais pas le fils qui avait réussi. J'étais l'actif principal. J'étais la marque. Et puis j'ai pensé à David. J'ai entendu dire que tu avais une réunion ce soir. Il savait. Sa réapparition le soir même où ce fichier UCC 1 a été déclenché n'était pas une coïncidence. Je suis allé sur mon disque dur crypté, celui que je garde sous clé dans un coffre-fort numérique. J'ai navigué jusqu'à un dossier intitulé « Famille archivée ». À l'intérieur se trouvait un seul PDF, un scan de mauvaise qualité que Rebecca avait envoyé par erreur par email il y a des années. Elle essayait de prouver que David l'avait abandonné, qu'il nous avait laissé sans rien. Je l'ai ouvert. Le Trust Morrison, créé en 1998. Mon père, David Morrison, en était le constituant. Les bénéficiaires étaient sa fille, Rebecca, et ses descendants vivants, Emma et moi. Je me suis souvenu l'avoir rapidement parcouru, pensant qu'il s'agissait d'un texte standard. Mais ce soir-là, je n'étais pas un fils. J'étais un stratège. J'ai lu les clauses. Il avait structuré la fiducie avec une précision chirurgicale. Elle était conçue pour distribuer des revenus, et non le capital, et contenait une clause que j'avais ignorée. Article 4, section 2. Les distributions étaient conditionnelles. Elles n'étaient disponibles que pour les bénéficiaires qui étaient autonomes, avaient un emploi rémunéré et ne dépendaient pas manifestement de la charité ou des actifs d'autrui. C'était une clause d'indépendance. Un test. Un test que j'avais réussi, et que Rebecca et Emma avaient apparemment échoué de manière spectaculaire. Mais ce n'était pas le dossier qui importait. Il y avait une autre annexe. Un addendum de 2 pages.
Il était daté de 2008. C'était 2 ans après sa mort présumée. La signature était certifiée aux îles Caïmans. Il n'était pas mort. Il observait. Cet addendum était une clause de récupération. Le jargon juridique était dense, mais l'intention était brutale. Si un bénéficiaire ou un agent agissant au nom d'un bénéficiaire utilise des moyens frauduleux, l'usurpation d'identité, la falsification d'une signature ou une influence indue pour accéder, annexer ou grever les actifs d'un autre bénéficiaire. Mon pouce est accéléré. Tous les droits d'héritage, de distribution ou de tutelle du bénéficiaire fautif doivent être immédiatement et irrévocablement gelés, dans l'attente d'un audit complet par le concédant ou son agent désigné. Il avait prévu cela. Il avait inscrit le piège dans la fiducie elle-même. Le fichier UCC 1, la procuration. Il ne me volait pas seulement moi. Il volait un collègue bénéficiaire. Ils avaient déclenché la récupération. La dernière pièce, le fichier UCC 1. Comment avait-il obtenu mes informations auprès de Wellington, mon identifiant d'employé interne, ma liste d'actifs? Je me suis connecté au portail d'entreprise de Wellington Financial. En tant que stratège senior, j'avais l'autorisation de sécurité pour consulter mes propres journaux de données. J'ai vérifié mon dossier RH. Mon cœur s'est arrêté. Une demande datant de 3 semaines. Demande de carte d'entreprise supplémentaire, famille. Le système l'avait automatiquement bloqué. La sécurité de Wellington était trop stricte. Une demande de carte familiale sur un compte de cadre supérieur avait déclenché un signalement de refus immédiat. Mais la demande avait été remplie. Et pour la remplir, l'utilisateur devait fournir une pièce d'identité. J'ai cliqué sur la pièce jointe. C'était un scan haute résolution de mon permis de conduire. La copie de secours que je gardais dans le tiroir supérieur de mon ancien bureau d'enfant chez Rebecca. Le système de Wellington enregistrait tout. J'ai lancé un traçage IP à l'origine de la demande échouée. La signature numérique était indubitable. L'adresse IP provenait de la maison de ma mère à Cedar Falls. Je me suis adossé à ma chaise. Le soleil n'était pas encore levé. Les lumières de la ville brillaient comme des diamants froids. Le choc était passé. La douleur était passée. Il ne restait plus que le travail. J'étais un stratège. C'était une crise. Et je savais exactement comment rédiger le récit. J'ai ouvert un nouveau document vierge. J'ai créé un nouveau dossier crypté. J'ai enregistré les alertes bancaires. J'ai enregistré le PDF de la procuration frauduleuse. J'ai enregistré les métadonnées de la signature électronique. J'ai enregistré le fichier public de tel UCC 1 en soulignant la description de la garantie. J'ai exporté tout l'historique des transactions du Morrison Family Emergency Fund. J'ai pris une capture d'écran du journal de suivi IP du portail Wellington. J'ai croisé les dates des achats de luxe avec le flux public Instagram d'Emma, en enregistrant des captures d'écran d'elle posant à Aspen, taguées à Scottsdale. J'ai compilé une liste de tous les comptes téléphoniques, tous les paiements d'assurance, toutes les participations médicales que j'ai déjà effectuées en leur nom. J'ai trouvé les emails d'Emma. J'ai juste besoin de ton nom, Luc. Je te promets de te rembourser. Je construisais un dossier. Une affaire. Mon propre grand livre privé. Ce n'était pas pour un tribunal. Pas encore. C'était pour moi. C'était la version de l'histoire dont j'aurais besoin. J'ai tapé un titre sur la page de garde. Je l'ai appelé « Pour quand ils auront oublié ». Mais alors que je rassemblais méticuleusement mes preuves, une froide prise de conscience s'est imposée à moi. Rebecca et Emma n'étaient pas seulement des voleuses opportunistes exploitant ma générosité. C'étaient des criminels sophistiqués qui avaient mis en place un stratagème depuis des années en utilisant mon identité comme garantie personnelle. Et si mon père était vivant, observant, laissant cela se produire jusqu'à présent, alors il n'était pas seulement une victime de sa propre famille. Il était un joueur d'échecs qui avait laissé la partie se dérouler jusqu'au moment parfait pour faire échec et mat. Ce qui signifiait que tout ce que je pensais savoir sur ma famille, mon enfance et même ma propre identité était sur le point d'être bouleversé. Le matin du 26 décembre, j'ai repris la route vers Cedar Falls. Le ciel était d'un bleu éclatant et implacable. Je n'avais pas dormi. J'avais seulement catalogué. Mon téléphone contenait le fichier crypté que j'avais créé, intitulé « Pour quand ils auront oublié ». Je n'étais plus le fils qui rentrait à la maison en quête d'acceptation. J'étais le stratège en chef de Wellington se rendant à une négociation hostile qu'il avait préparée toute sa vie. David m'avait appelé à 6 heures du matin. Une sonnerie, j'ai répondu. L'audit est à 10 heures, m'a-t-il dit avant de raccrocher. Il n'avait pas besoin de préciser le lieu. Quand je suis arrivé, la Town Car noire était garée devant l'entrée, tel un prédateur élégant dans la neige.
Le bonhomme de neige gonflable avait disparu. J'ai utilisé ma vieille clé. Je n'ai pas frappé à la porte. La scène dans le salon était une parodie déformée de Noël. Le magnifique sapin était toujours illuminé, mais son éclat semblait malsain dans la lumière vive du matin. Des tasses à café vides étaient éparpillées sur les tables d'appoint. Ma mère Rebecca était assise sur le canapé, son pull rouge festif semblait désormais froissé. Elle essayait de paraître ennuyée, mais un air sautait sur sa paupière. Emma était recroquevillée dans un fauteuil, tapotant furieusement sur son téléphone, rayonnant de ressentiment. Et dans le vieux fauteuil de mon père, à l'autre bout de la pièce, comme s'il s'agissait d'une salle de réunion, était assis David Morrison. Il était impeccablement vêtu, comme il était la veille de Noël, avec une veste en tweed et un pantalon en laine. Sa canne reposait contre la chaise. Sur la table basse en noyer devant lui, les décorations festives avaient été repoussées sur le côté. À leur place se trouvait une pile d'enveloppes rouges sur le thème des fêtes, un grand livre relié en cuir usé et la seule enveloppe blanche que j'avais laissée tomber sur le porche. David l'avait récupérée. « Assieds-toi, Luc », dit-il sans lever les yeux du grand livre. Je pris le fauteuil en face d'Emma. L'air crépitait. Le seul bruit était le tap-tap-tap frénétique des ongles d'Emma sur l'écran de son téléphone. David regarda Rebecca. La comédie est terminée. Le comportement de Rebecca, pratiqué tout au long de sa vie, se mit en place. Elle devint la victime. Sa voix, qui m'avait murmuré des paroles venimeuses 2 nuits auparavant, dégoulinait désormais d'une douceur blessée et mielleuse. « Papa » commença-t-elle. Le mot sonnait obscène. Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est une affaire de famille. Luc a toujours été difficile. Elle se tourna vers moi, les yeux étincelants. Arrivé ici la veille de Noël, me harceler après tout ce que j'ai fait pour cette famille, et amener lui. Elle fit un geste vague vers David comme s'il s'agissait d'un fantôme qu'elle avait conjuré. « Tu es un enfant ingrat, Luc, » dit-elle, la voix montant d'un ton. « Tu as toujours été ingrat. Tu restes assis dans ton gratte-ciel à Denver, à nous regarder de haut. Tout ce que j'ai dépensé. Chaque dollar a servi à maintenir cette famille à flot, à donner une chance à ta sœur. Quelque chose que tu ne ferais jamais. » Emma leva enfin les yeux de son téléphone. Ses yeux étaient gonflés. « Oui, Luc, tu as tellement. Tu es riche. Tu ne sais même pas ce que c'est pour nous. Ça ne te manquerait même pas. Quel est le problème ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air. Ça ne me manquerait même pas. Je regardais David. Il m'observait, le visage impassible. Il attendait. Il reporta son regard lourd comme un poids physique sur Emma. « Ce bracelet, » dit-il d'une voix basse. « Celui que tu exhibais à la porte la veille de Noël. D'où venait l'argent ?» Emma rougit. C'était un cadeau. De qui? De mon petit ami. Comment? Continua David. Ton petit ami, qui, d'après ce qu'on m'a dit, travaille à temps partiel dans un magasin de location de ski, a pu payer un bijou à 5 000 $ chez un joaillier de Cherry Creek. Emma ouvrit et ferma la bouche. Et toi, dit-il en se tournant vers Rebecca, ce cachemire, ces décorations, la fête que tu tenais tant à protéger, d'où venait l'argent? Le compte de la maison, bien sûr, répondit Rebecca, indignée. Le fonds d'urgence. L'argent que Luc verse à la famille. Pour la famille, répéta David. Il tapota le grand livre. Un voyage d'urgence à Scottsdale. Des cadeaux familiaux à Aspen. L'entretien de la maison, qui correspond précisément à 3 retraits en espèces de 9 000 $ chacun, tous effectués la même semaine. Il me regarda. Luc, avez-vous quelque chose à ajouter à ce compte-rendu? C'était mon signal. Pas une explosion émotionnelle, pas une litanie de mes blessures. C'était une présentation. Je sortis mon téléphone de ma poche. Je ne me connectais pas à leur Wi-Fi. J'utilisais mon propre hotspot sécurisé. J'ouvris le premier fichier, la capture d'écran du journal des transactions du Morrison Family Emergency Fund. Le bracelet, dis-je d'une voix parfaitement posée, a été acheté le 10 décembre avec ce prélèvement. Je tenais mon téléphone. La ligne de mémo indique « cadeaux familiaux », mais il a été retiré d'un compte financé par un prêt que je n'ai jamais demandé, garanti par mon travail. Je passai au fichier suivant, le fichier UCC 1. C'est la garantie, dis-je. C'est mon nom, mes actifs corporatifs, promis en garantie. Rebecca fit un geste dédaigneux de la main. Ah, la paperasse, Luc. Tu te perds toujours dans la paperasse. Je me suis occupé des détails pour que tu n'aies pas à t'en soucier. Tu m'as donné la permission, la procuration. Tu te souviens, il y a des années? Elle regarda David, cherchant un allié. Elle a signé, papa. Il y a 10 ans,
pour que je puisse gérer les choses. La procuration, dis-je, ma voix baissant d'un ton. La procuration permanente. Exactement, dit Rebecca, soulagée que je comprenne enfin. Tu vois, papa, elle a donné son accord. David ne la regarda pas. Il regarda la cheminée, les chaussettes soigneusement suspendues. Sa voix était froide comme le fer. Je ne t'ai jamais donné de procuration, Rebecca. La pièce devint silencieuse. Le visage de Rebecca se décomposa en une expression de confusion. Quoi? Non, pas toi. Luc. Luc m'a donné la procuration. Je le sais, dit David. Je constate simplement un fait. Au cours de toutes ces années, dans toutes mes affaires, je ne t'ai jamais confié mon nom. Pourquoi? Et il tourna ses yeux bleus perçants vers elle. As-tu cru que le nom de ta fille t'appartenait? Rebecca balbutia. Mais c'est pour la famille. C'était juste un formulaire. C'était un faux, dit-il. Et le mot tomba dans la pièce comme une pierre. Emma, qui était restée silencieuse, explosa soudainement. Tu n'étais pas censé le savoir. Maman a dit que tu ne vérifierais pas. Elle a dit qu'il ne vérifierait pas. Elle couvrit sa bouche de sa main. Le silence qui suivit fut absolu. Le tic-tac de l'horloge de grand-mère dans le couloir résonnait comme des coups de marteau. Le visage de Rebecca était blanc comme de la craie. Emma semblait sur le point de vomir. David ne bougeait pas. Il les observait simplement. Le piège était tendu. La confession faite. Il m'a regardé longuement. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, seulement de l'évaluation. Il mesurait ma colonne vertébrale. Luc, dit-il, tu les as portés pendant une décennie. Tu as payé leur confort avec ton crédit. Tu as payé leur silence avec ta soumission. Il s'est penché en avant, posant ses mains sur le bout de sa canne. Veux-tu continuer cet accord? J'ai regardé au-delà de lui. J'ai regardé l'arbre scintillant, un monument à sa fraude. J'ai regardé ma mère, son visage un masque de droit exposé. Je regardais ma sœur, qui ne me voyait pas comme un membre de la famille, mais comme une ressource à exploiter. Je croisais le regard de mon grand-père. Non, dis-je d'une voix claire. Elle ne tremblait pas, je veux récupérer mon nom. Mais alors que les mots sortaient de ma bouche, je compris que cette confrontation n'était pas une fin. C'était une audience préliminaire. Et l'homme assis en bout de table n'était pas seulement mon père ressuscité. C'était un maître du jeu d'échecs qui avait orchestré chaque coup de cette partie pendant 20 ans, attendant patiemment le moment précis où toutes les pièces seraient en place pour le coup de grâce final. Ce qui signifiait que tout ce que je pensais savoir sur mon enfance, ma famille et même ma propre identité était sur le point d'être complètement réécrit. Le trajet de Cedar Falls à Denver était différent cette fois-ci. Ce n'était pas une fuite. C'était une migration stratégique. La confrontation dans le salon n'avait pas été une fin. C'était une audience préliminaire. Je suis parti avant que David ait fini, sortant alors que Rebecca bredouillait encore sur la loyauté familiale et qu'Emma fixait son téléphone, calculant sans doute ses pertes. Je n'ai rien dit. Ma dernière phrase, « Je veux récupérer mon nom », avait été mon argument d'ouverture. Je devais maintenant déposer la requête. Le 27 décembre est une période creuse dans le monde des affaires. Un vide. Mais dans le monde du droit financier, c'est juste un mardi comme les autres. À 9 heures du matin, je n'étais pas dans mon bureau à Wellington. J'étais au 42e étage d'une autre tour de verre dans le centre de Denver. Le hall d'entrée était tout en granit noir et éclairé par un éclairage encastré silencieux. Le nom dans l'annuaire était Brennan & Cole Associates. David ne l'avait pas recommandé. C'était moi. Wellington avait fait appel au cabinet de Laura Brennan 2 ans auparavant pour gérer un audit interne hostile, et je l'avais vu démanteler toute la défense d'un vice-président senior en un après-midi en n'utilisant rien d'autre que ses propres notes de frais. Ce n'était pas une avocate que l'on engageait pour un litige. C'était une avocate que l'on engageait pour un nettoyage. Laura Brennan n'avait pas un cabinet d'avocats. Elle avait un centre de commandement. Il n'y avait pas de livres reliés en cuir ni de diplômes encadrés. Il y avait une baie vitrée de 9 mètres donnant sur les montagnes et une table qui semblait être d'un seul bloc d'obsidienne polie. Elle était déjà là, en train de boire un café noir. Elle était grande, impeccablement vêtue d'une robe grise, et elle ne souriait pas. « Luc », dit-elle en me montrant une chaise. Ce n'était pas un accueil. C'était une convocation. Les vacances sont une période propice à la fraude. Les banques fonctionnent avec un personnel réduit et les victimes sont distraites. Vous, cependant, semblez parfaitement alerte. Vous avez toute mon attention pendant 60 minutes. Commencez. Je ne lui ai pas raconté l'histoire émouvante. Je n'ai pas parlé de Noël, ni des murmures venimeux de ma mère, ni du droit de ma sœur.
J'ai traité cela comme une crise client à Wellington. J'ai posé mon ordinateur portable sur son bureau, ouvert le fichier crypté et affiché le document pour quand ils auront oublié sur l'écran principal. Nous avons un problème, ai-je dit. Une procuration durable frauduleuse exécutée via une signature falsifiée. Cette procuration a été utilisée pour garantir un prêt commercial UCC 1 sur mes actifs corporatifs, les fonds ayant été dispersés vers un compte à accès conjoint. Le compte montre 5 ans d'historique de dépenses luxueuses non urgentes par le cosignataire. Hier soir, j'ai découvert que le principal concédant de la fiducie de ma famille est en fait vivant et au courant de la situation. Il a activé une clause de récupération dans le trust conditionnel en preuve de cet abus. Laura n'a pas bronché. Ses yeux ont parcouru les documents, ses doigts ont volé sur le clavier, ouvrant, lisant, évaluant. Elle a digéré la procuration frauduleuse, le dossier UCC 1, les virements bancaires et le scan de l'avenant au Trust Morrison en environ 4 minutes. Elle a levé les yeux. Son regard était perçant, non pas avec sympathie, mais avec une froide lucidité. « Ce n'est pas un conflit familial, monsieur Morrison », a-t-elle déclaré. « Vous êtes victime d'un crime financier de longue haleine et à plusieurs fronts. Il y a 2 fronts. Le premier est pénal. Le second est civil. Nous allons mener une guerre sur les 2 fronts. » Elle tourna l'un des écrans vers moi. Il s'agissait désormais d'une application de tableau blanc vierge. « Le volet pénal est simple, » dit-elle, sa voix se transformant en un résumé tactique clair. Falsification de signature sur un document légal, utilisation frauduleuse d'une procuration, fraude électronique utilisant cette procuration pour accéder à votre portail d'entreprise et compte tenu du dossier UCC, complot en vue de commettre une fraude bancaire. Nous pouvons nous adresser au procureur général de Denver. Ce serait efficace. J'ai pensé à ma mère au tribunal. À Emma. Mon estomac s'est retourné. Laura a vu mon hésitation. Non, vous n'êtes pas prêt à utiliser l'option nucléaire. Je comprends. C'est compliqué et la presse serait catastrophique pour un homme dans votre position. Gardons les accusations criminelles en réserve. Nous les utiliserons comme levier pour l'attaque civile. Elle a commencé à taper. L'attaque civile commence maintenant. Nous n'attendons pas. Nous ne négocions pas. Nous revendiquons votre identité. Nous gelons leurs actifs et leur coupons l'accès. Nous opérons sur 4 piliers, a-t-elle tapé. Pilier 1, annulé. Tout d'abord, la procuration. C'est la racine. C'est la clé maîtresse qu'ils ont utilisée. Nous la coupons. Elle a pris le téléphone sur le bureau. Elle n'a pas composé de numéro. Elle a parlé à son assistante. Jennifer, j'ai besoin que tu rédiges une révocation de procuration pour Luc Morrison. Elle prend effet immédiatement. Enregistrez-la au greffe du comté. Je veux également que vous rédigiez une déclaration officielle de falsification faisant référence à la procuration originale. Je veux que cette déclaration soit certifiée conforme et envoyée par coursier au service juridique de la banque privée de M. Morrison avant midi. Nous vous informons que toute transaction que vous avez honorée en vertu de cette procuration depuis son entrée en vigueur relève désormais de votre responsabilité et non de la sienne. Il a raccroché. La procuration est morte. Il a tapé « Pilier 2, contenir ». Deuxièmement, la fraude. Ils ont votre nom, votre numéro d'identification fiscale, vos antécédents. Ils considèrent votre identité comme un puits public. Nous allons l'empoisonner. Il a pointé mon téléphone. Prenez-le. Vous allez passer 3 appels. Experian, TransUnion, Equifax. Vous n'utiliserez pas le système automatisé. Je vais vous donner les numéros directs des services de fraude senior. Vous allez dire que vous êtes victime d'une usurpation d'identité et que vous mettez en place une alerte de fraude étendue et un gel de crédit dans votre dossier. Cela signifie que personne, ni vous, ni eux, ne peut ouvrir une nouvelle ligne de crédit à votre nom sans un protocole de vérification complexe. À partir de maintenant, votre nom n'est plus un chèque en blanc. Pendant que j'étais en attente avec le premier bureau, elle a continué. Elle a tapé « Pilier 3, inversé ». Troisièmement, le prêt UCC1. C'est la menace active la plus dangereuse. Elle lie votre réputation professionnelle à un prêt à taux d'intérêt élevé. C'est une bombe à retardement. Nous allons déposer une déclaration de résiliation UCC3. Elle a vu ma confusion. Considérez l'UCC1 comme un incendie. L'UCC3 est l'extincteur. Nous déposons la déclaration en nous basant sur le fait que la partie garantie n'avait pas le droit de déposer. Nous allons déclarer que l'accord de prêt sous-jacent était basé sur une fraude, plus précisément une procuration frauduleuse. Le créancier de Scottsdale va se battre, mais cela lancera le processus de correction publique.
Nous blanchissons votre nom dans le registre public. Il dictait déjà le protocole à une autre assistante, citant le statut exact de mémoire. Il a tapé « Pilier 4, gelé ». Enfin, l'argent. Le Morrison Family Emergency Fund. Il a dit que le prêt UCC avait été dispersé là-bas. Combien reste-t-il? J'ai vérifié ce matin. Environ 40 000. Ils vont tout vider, dit Laura d'une voix neutre. Dès qu'ils se rendront compte que vous vous battez pour récupérer votre argent, ils retireront chaque centime. Nous demandons une ordonnance restrictive temporaire, une TRO ex parte. Nous allons déposer une requête au tribunal cet après-midi, arguant qu'une cosignataire, Rebecca Morrison, s'est livrée à des malversations financières et risque de s'enfuir avec les actifs. Nous allons demander au juge de geler immédiatement le compte, en attendant une audience complète. Elle appuya sur Entrée et le plan apparut, brillant sur l'écran. Annuler, contenir, inverser, geler. C'est le plan immédiat, dit-elle. C'est ce que nous allons faire dans les 6 prochaines heures. Si vous suivez ce parcours de découverte familiale et que vous voulez voir comment une stratégie bien planifiée peut complètement renverser la situation face à des manipulateurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre chaque mouvement de cette partie d'échecs juridiques. Il prit une gorgée de café. C'était, je suppose, sa 2e ou 3e. Maintenant, le plan stratégique, poursuivit-il en ouvrant une nouvelle fenêtre. Premièrement, Wellington. Vous devez prendre les devants. Vous allez organiser une réunion avec votre conseiller juridique et votre supérieur hiérarchique direct aujourd'hui. Vous allez présenter cela comme une violation de la sécurité familiale externe. Vous allez fournir le suivi IP de leur propre serveur. Vous allez être le stratège que vous êtes, en gérant une crise. Votre entreprise va serrer les rangs pour vous protéger. J'ai acquiescé. Je savais comment faire cela. Deuxièmement, la récupération. Ses yeux se sont illuminés. Je voyais bien que c'était la partie qu'elle préférait. Le Trust Morrison. Cet avenant est un magnifique exemple d'architecture juridique. Votre père est un homme très précis. La TRO gèlera l'argent nouveau, mais la récupération prendra l'argent ancien. Nous devons prouver l'abus basé sur le nom décrit dans l'avenant. Pour cela, nous avons besoin d'un expert. Elle a repris le téléphone. Trouvez-moi un expert comptable judiciaire. Trouvez-moi David. Elle s'est retournée vers moi. Nous engageons un expert comptable judiciaire. David va examiner les transferts des 5 dernières années, et pas seulement ceux du compte joint. Nous allons rechercher des schémas récurrents. Nous allons croiser les références des actifs connus de Rebecca avec les dépenses d'Emma. Nous allons établir une cartographie de l'argent montrant sans l'ombre d'un doute que votre nom a été systématiquement exploité pour financer leur train de vie. Ce rapport sera notre arme principale pour déclencher le recouvrement. Il s'est levé. Les 60 minutes étaient écoulées. Mon cabinet s'occupera de tout cela. Nous allons déposer une plainte. Nous allons procéder à un audit. Nous demanderons une ordonnance restrictive. En attendant, vous avez du travail. Il m'accompagna jusqu'à la porte. Son visage était sévère. Son regard inébranlable. À partir de maintenant, vous ne leur parlerez plus. Ni à Rebecca, ni à Emma. Ni au téléphone, ni en personne. Vous ne répondrez plus à leurs SMS, à leurs appels larmoyants, à leurs emails rageurs. Elles ne sont plus votre famille. Elles sont la partie adverse dans une éventuelle action civile et pénale. Et si elles se présentent, fermez la porte. Si elles refusent de partir, appelez la police. Laura m'a tendu une carte. Mon assistante juridique est en train de créer une adresse email dédiée. Toute communication de la partie adverse doit être envoyée à cette adresse. Elle sera enregistrée, archivée et utilisée comme preuve. Tu comprends, Luc? Fini les discussions spontanées. Fini les affrontements émotionnels. Tu ne te mets pas en colère. Tu n'expliques rien. Tu ne t'impliques pas. Tu laisses les preuves parler. Je suis sorti de son bureau dans la lumière éclatante du matin. Le soleil était haut dans le ciel. La ville s'animait. Je venais de dépenser plus d'argent en 1 heure que ma mère n'en avait payé en impôts en 10 ans. Mais pour la première fois de ma vie, je ressentais le soulagement cristallin et écrasant d'être vraiment seul. J'avais ma stratégie. J'avais mon équipe. Et le dossier était sur le point de devenir très, très important. Mais alors que je marchais vers ma voiture, une froide prise de conscience s'est imposée. Laura était l'artillerie. Ma réunion à Wellington serait la mission diplomatique. Mais le travail que j'allais accomplir cette nuit-là, seul dans mon appartement, de minuit jusqu'au lever du soleil, serait l'opération de renseignement qui révélerait non seulement l'étendue de la trahison de ma famille, mais aussi la sophistication terrifiante d'un complot qui allait plus loin que nous ne l'imaginions.
L'attaque de Laura fut chirurgicale et dévastatrice. Le matin du 28 décembre, l'ordonnance restrictive temporaire a fait l'effet d'une bombe. Le Morrison Family Emergency Fund a été instantanément gelé par décision judiciaire. L'effet a été immédiat. Mon téléphone dédié à la voie légale a reçu un email provenant d'une adresse nouvellement créée, exigeant une réunion. Rebecca avait enfin compris que sa clé ne fonctionnait plus. Laura a fixé la réunion au 29. Dans son bureau. Pas en terrain neutre. Sur mon territoire. Je les ai vus arriver depuis la fenêtre du 42e étage. Elle semblait petite et perdue dans le hall en granit noir. Rebecca portait son plus beau manteau. Emma était vêtue d'un sweatshirt et de lunettes de soleil, comme une célébrité se cachant des paparazzis. Elles n'étaient pas seulement dans une ville différente. Elles étaient sur une autre planète. La salle de conférence était vitrée, froide, avec vue sur la ville. David était déjà là, assis en bout de table, sa canne à côté de lui. Il ne regardait personne. Je me suis assis à la droite de Laura. Nous formions une équipe. Rebecca et Emma étaient escortées par une assistante juridique. Elles formaient le camp adverse. Rebecca a tenté de prendre le contrôle, de réorganiser l'atmosphère de la pièce avec son jeu maternel bien rodé. « Luc », a-t-elle dit, la voix tremblante de chagrin fin. « Je suis heureuse que tu aies enfin accepté de nous voir. Cela a trop duré. » Laura a cliqué sur son stylo. « Soyons clairs, Madame Morrison. Ce n'est pas une visite sociale. Vous êtes ici parce que votre conseil juridique. » Rebecca rougit. « Je n'ai pas besoin d'un avocat pour parler à mon propre fils. » Vous êtes donc ici en tant que partie non représentée, poursuivit Laura, dans le cadre d'une réunion préliminaire visant à discuter d'accusations civiles de fraude financière, d'usurpation d'identité et de transfert frauduleux. La performance de Rebecca vacilla. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait préparé. Emma, qui bouillait de rage, finit par exploser. « Vous avez tout gelé. Il allait ouvrir une entreprise. Il essayait d'être comme vous, Luc. » Laura fit glisser un fin dossier sur la table en obsidienne. « Est-ce là l'entreprise qui a échoué dont vous parlez ?» Il s'agissait d'un contrat de location commerciale pour une entité appelée Emma's Bubble Bar. Le dépôt de $5 000 versé le 19 décembre provenait du fonds gelé. Rebecca a tenté de se défendre, mais Laura a présenté preuve après preuve. La procuration falsifiée par un notaire décédé. Les dépenses luxueuses documentées. Les tentatives d'accès à mes systèmes d'entreprise. C'est alors que David a réagi. Lentement, il a tourné la tête et a regardé Emma droit dans les yeux. « Emma, a-t-il dit d'une voix tranchante, au cours de toutes ces années où vous avez puisé dans ce fonds, avez-vous remboursé un seul dollar ?» Le silence fut sa réponse. J'ai sorti mon dossier, pour quand ils auront oublié. Une par une, j'ai posé les preuves sur la table. Des captures d'écran d'Emma Aspen à côté des relevés bancaires correspondants. Les reçus du prêteur sur gage pour le bracelet. La chronologie complète de la fraude. Laura s'est penchée en avant comme un chirurgien prêt à refermer. Nous vous proposons un accord civil avant le procès. Une seule fois, non négociable. C'est votre seule chance d'éviter une procédure pénale. Les conditions étaient simples. Aveu complet, restitution de $200 000, cours obligatoire d'éducation financière et excuses publiques. Rebecca regarda le papier comme s'il était recouvert d'acide. Elle rit, un son aigu et incrédule. C'est du chantage. C'est absurde. Elle se tourna vers David. « Papa, tu vas les laisser me faire ça? À ta famille ?» David la regarda fixement. Son visage était impassible. « Tu as toujours cru que tu étais ma seule héritière. Tu as oublié que tu étais aussi ma seule fille. » Il prit son porte-document en cuir et en sortit un dossier bleu clair. « Addendum K, dit-il. Une clause comportementale que j'ai rédigée il y a 5 ans. » Laura lut. Tout bénéficiaire qui se livrera à une coercition financière, à une manipulation émotionnelle ou à un chantage à la réputation, verra son héritage réduit à néant. Rebecca ne perdait pas seulement son fonds. Elle perdait sa maison. Elle perdait tout. Emma, qui assistait à l'effondrement total de sa mère, paniqua. Son regard se posa sur le sac à main. Elle fouilla discrètement à l'intérieur. Laura s'arrêta de lire. Elle regarda Emma droit dans les yeux. Elle vit la faible lueur rouge de la lumière d'enregistrement du sac à main entrouvert. Un sourire lent et froid effleura les lèvres de Laura. Emma, dans sa panique, venait de livrer la preuve finale. Un enregistrement clandestin illégal de la négociation de l'accord. Puisqu'un accord civil est clairement impossible, dit Laura, sa voix devenant plus forte pour le microphone dans le sac à main, nous vous verrons à l'audience d'urgence demain.
La guerre juridique était prévue au tribunal. Mais Rebecca et Emma, ayant échoué dans la salle de réunion, ouvrirent un nouveau front personnel. Elles avaient perdu le jeu de la loi. Elles jouaient désormais le jeu du chaos. L'audience du 6 janvier fut presque anticlimatique. Une formalité, comme Laura l'avait prévu. La salle d'audience était bondée. Rebecca, désespérée, avait mobilisé la famille des singes volants, oncles, cousins chuchotant au fond, me regardant avec un mélange de haine et d'admiration. Ils étaient venus voir leur fille ingrate recevoir sa dernière leçon. Ils sont repartis très déçus. La juge Alamda n'était pas d'humeur festive. Elle avait lu la requête d'urgence du Nouvel An. Monsieur Hay, nous sommes ici pour un procès complet, mais j'ai de nouvelles preuves troublantes, a-t-elle déclaré à l'avocat terrifié de Rebecca. Laura s'est levée. Nous avons fourni une déclaration sous serment, une analyse des métadonnées de la procuration frauduleuse, et surtout, un enregistrement de la défenderesse Emma Morrison planifiant activement une fraude électronique. La salle se tut. Elle tenta de ne pas contester. Il n'avait aucun argument pour se défendre. Les preuves ne sont pas seulement accablantes, votre honneur. Elles sont irréfutables. Le verdict fut définitif. Injonction permanente, dissolution totale du fonds, restitution complète de 200 000 $. Pour Emma, tutelle financière totale. Interdiction d'ouvrir un compte sans autorisation judiciaire. Votre nom dans le monde financier ne vous appartient plus. David se leva. Il marcha jusqu'au centre, devant la salle comble de parents. Il fouilla dans sa poche. Il en sortit une vieille clé en laiton, la clé de la maison de Cedar Falls. Il s'est approché de moi et, dans le silence mortel de la salle d'audience, a déposé la clé dans ma main. Ce n'était pas un cadeau. C'était un couronnement. Rebecca a crié comme si on lui arrachait l'âme. Ma maison. 6 mois plus tard, je regarde Denver depuis la fenêtre de mon bureau. David et moi avons reconstruit notre relation. Rebecca suit des cours obligatoires d'éducation financière. La leçon à en tirer, lorsque vous faites confiance à des manipulateurs, ils considèrent la gentillesse comme une faiblesse. Mais lorsque vous dites enfin non, et que vous établissez vos limites avec des preuves solides, la justice a une façon poétique de rétablir l'équilibre. Si ce parcours de transformation familiale vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont refusé de rester victimes et ont réécrit leur propre fin. Et Rebecca et Emma, j'ai entendu dire qu'elles vivent dans un petit appartement maintenant. Moi, eh bien, je viens d'acheter ma 2e maison. La clé dorée est toujours sur mon bureau. Un rappel quotidien que mon nom m'appartient enfin. A mí el de maicena no sé, boludo. Creo que es un... Qué cara dura. Tengo 2. Me cagaron la vida. Ah. De la calle. No. Qué hostil. Me sacan volando. Me empiezan a reportar como abusadora. Abusadora, abusadora, abusadora. Maldita sea la hora en que yo te conocí. Parece que tu vocabulario no es el adecuado para este chat. Sí, es verdad eso. No me gustan las palabras que usas. Me incomoda. ¿Y el de membrillo? ¿Te gusta? ¿O no? Membrillo, ese Guaymallén. Sí, no sé. Yo creo que Guaymallén no. Hay uno que es así como de un paquete como medio transparente. Sí. Y tiene azúcar, como una azuquita. ¿Azúcar glass? Creo. Ese es muy bueno, ¿no? Tipo, a mí me gusta. Puede ser eso. Ese está God. ¿Pero te gusta o no? No, o sea, no sé cuál decís. Eso es lo que vas a ver. No A estaría ver. ubicando. Lo busco. A ver,
Es que no sé si tiene marca incluso. No sé cuál es. Claro, pasa que el que vos me decís debe ser más artesanal que otra cosa. Creo que es este, mira. ¿Estás viendo mi stream? Eh, sí. A ver, espera. Este. Que son como que con ese paquete transparente. No sale, sale Tienen... en Minecraft. Para esto yo estoy mal. Estoy atrasado en el stream. La bolsita, no la marca. Ah, sí, sí, sí. Tipo que sea la bolsita así como transparente y roja. Esos alfajores son muy ricos. Altas cumbres. Buenísimo, ahora que no la vi nunca. ¿Ves? Son como transparentes. Sí, sí, sí. Eso sí tiene pinta. ¿Qué eso te gusta, no? Ujú, me encantan. Me comería 10.000. Pero ahí se ve como raro, ¿no? Ahí se ve muy raro, sí. Pero bueno, tienen como una azúcar, no sé. Una Sí, azuquita. sí, sí. En la surtita de glass, sí, sí. Los Habana blancos también tienen ese azúcar, Yago, azúcar Vox, chocolate. Pepe, Pau, ¿cuándo? ¿Qué onda, Angelito? ¿Cómo estás? No sé, cuando quieras. Cuando quieras, no sé. Pero bueno, esto me parecen buenos alfajores. Mañana, ok. ¿Vos te gusta más el chocolate blanco con el alfajor, digamos? ¿O sos No, más de chocolate negro? negro, negro. Yo creo que me gusta más el chocolate blanco en el alfajor. Yo creo que no, no me gusta el chocolate blanco en alfajores, porque siempre son como una pasta de dientes, es raro. Ujú. Como a, no sé, como a pared. Porque, Al cemento, sí. sí, sabe como No a, no sé. sé, raro. A mí me gusta. Va, igual depende cuál, ¿no? Hay algunos que no son tan Pero no buenos. sé, como... No vi. Ponele, ¿cómo ¿Dónde? se llama? Alfajor blanco.